Les transports restent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, avec un tiers des émissions nationales. La trajectoire pourtant visée par les accords de Paris nécessite une baisse de 28% des émissions en 2030 par rapport à 2015 et une décarbonation complète des transports à l'horizon 2050. Mais cet objectif ne concerne pas uniquement les émissions sur la route et l'usage de la voiture, mais bien l'intégralité du secteur et son activité économique. Ainsi, la décarbonation de la production industrielle, mais aussi celle des métiers, des services de l'automobile sont concernés et sont même inscrites dans le contrat de filière signé avec l'État français pour la période 2024-2027. Cette filière, par le biais de Mobiliance, a justement décidé de faire son introspection sur le sujet et de faire analyser la contribution des différents métiers à la transition énergétique. C'est le sujet du jour pour le Club Trajectoire Durable qui a décidé de se pencher sur la décarbonation des services automobiles. Sont donc en plateau avec nous pour évoquer les travaux mis en œuvre par la filière. Bénédicte Barbry, présidente de la commission développement durable chez Mobiliance et directrice des affaires publiques et du développement durable chez Mobivia. Émilie Lemantec, vous êtes responsable RSE du groupe de distribution Cobredia. Nous présenterons le groupe dans quelques instants. Laurent Perron, vous êtes coordinateur des travaux du Shift Project sur l'industrie automobile et la mobilité. Et Timothée Kellard, vous êtes cofondateur de la société Ecodev. Bonjour à tous et merci bien sûr d'être présent avec nous à mes côtés. Bénédicte Barbry, la première question est pour vous. En fait, c'est une démarche assez originale pour une fédération de se pencher sur les émissions de ses adhérents. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dresser justement l'origine de ce projet et comment s'est-il déroulé ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'il est devenu plutôt fréquent pour des entreprises de mener des démarches de bilan carbone, d'analyse carbone. Et il est vrai qu'à l'échelle d'une fédération, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Je pense que les exemples sont très peu nombreux et Mobiliance a été vraiment précurseur en la matière. Précurseur parce que, en effet, s'agissant de l'impact environnemental de l'ensemble des métiers de la filière, eh bien, il s'agit d'un enjeu absolument majeur que le carbone. Donc vous l'avez évoqué, les carbones, le secteur des transports représente une part importante, environ 30%. Et donc il était vraiment important pour une fédération professionnelle comme Mobiliance que de pouvoir lancer un chantier pour accompagner les entreprises sur la voie de cette analyse carbone, sachant que Mobiliance fédère 150 000 entreprises. Alors, il y a des entreprises qui sont déjà assez matures sur la partie carbone, mais Mobiliance, ce sont aussi beaucoup de TPE, PME, pour lesquels le sujet carbone est beaucoup plus complexe à appréhender. Et donc, tout l'enjeu de Mobiliance, c'était certes de dresser un premier état des lieux, mais par ailleurs, ensuite, évidemment, de ne pas s'arrêter là et de se projeter sur une démarche d'accompagnement des entreprises avec des solutions. D'accord. Donc on reviendra sur ces solutions et puis la démarche qui a été réalisée. Mais Timothée Kellard, en fait, vous avez travaillé, votre société Ecodev, avec Carbone 4 justement, vous avez travaillé pendant environ 18 mois sur la mesure, l'audition justement, et puis la mesure des émissions de chacun des métiers, en fait, des services de l'automobile. Alors quel bilan vous avez dressé et quel constat vous opérez aujourd'hui ? Alors oui, ça a été un travail de longue haleine puisqu'il y a beaucoup de métiers représentés par Mobiliance. Donc on a travaillé à la fois sur le calcul, ou en tout cas l'évaluation des émissions directes, ce qu'on peut appeler finalement les émissions dont dépendent vraiment les métiers Mobiliance, et les émissions indirectes. Donc là, c'est effectivement les émissions dont aussi dépendent, mais indirectement. Si je fais un constat, on est à environ 183 millions de tonnes de CO2 émises sur tous les métiers, ce qui représente à peu près 20 millions de Français sur une année. Donc des émissions de 20 millions de Français, en fait. De 20 millions de Français, effectivement, sur une année, donc ce qui est pharaonique. Dans cette on va dire, dans cette grande dimension, on va dire, d'émissions, vous avez 83% à peu près qui sont liés vraiment à la consommation de carburant, à sa fabrication, que ce soit sur des véhicules détenus ou des véhicules réparés ou des véhicules entretenus de manière générale. Vous avez à peu près 10% qui est lié à la fabrication des véhicules, et il reste du coup 7% qui sont liés aux émissions donc, directes, que ce soit l'énergie consommée par les différents métiers, que ce soit les déplacements des collaborateurs, les déchets, l'immobilisation, les biens immobiliers et un certain nombre de produits vendus. Donc voilà, ce qui est quand même assez important, puisqu'en valeur absolue, les émissions directes, donc ce qui dépend vraiment, ce qui est entre les mains finalement des différents métiers de Mobiliance, c'est environ 30 millions de tonnes. Et
en proportion comparé par exemple à un autre secteur comme la grande distribution alimentaire. Là, on représente à peu près 7%, là où dans la grande distribution alimentaire, ça représente un peu moins de 1%. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. On va voir un petit peu après les leviers, justement. Laurent Perron, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en fait, je vous en dis plus de 2 mots, le Shift Project exactement, et puis après, on passera justement sur votre vision de ce bilan. Alors, le Shift Project, c'est un think tank, et la mission qu'on s'est donnée, c'est de décarboner l'économie française, avec un double angle. Le premier, c'est évidemment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, conformément aux accords de Paris et aux engagements que la France a pu prendre. Et le deuxième angle, c'est de réduire le plus rapidement possible notre dépendance aux énergies fossiles, et en particulier au pétrole. Pour faire ça, notre méthodologie, c'est de produire des travaux d'analyse qu'on mène systématiquement avec les acteurs économiques du secteur, d'établir des trajectoires avec ces acteurs et de porter des propositions et des recommandations à l'attention des décideurs politiques et économiques pour orienter le paquebot économique dans le sens que je viens de décrire. Alors, compte tenu du bilan et des émissions et du total d'émissions de CO2 qui ont été mesurées, en fait, c'est quoi la trajectoire cible pour pouvoir respecter les engagements justement des accords de Paris? Alors, vous l'avez dit, le secteur des transports, c'est en gros 1/3 des émissions françaises. Sa deuxième caractéristique quand même, c'est que les émissions du transport ne baissent pas, ou quasiment pas. Les raisons, elles sont assez simples. On ne réduit pas le nombre de kilomètres qu'on parcourt en France tous les ans. Il n'y a pas ou peu de report modal de la voiture vers des transports en commun ou du vélo. Et l'électrification des véhicules est encore assez lente, et en tout cas pas au bon rythme pour qu'on puisse respecter les trajectoires. Je vous donne juste un chiffre en complément du tiers des émissions du transport. Quand on regarde la fabrication des voitures, la fabrication du carburant et l'usage de ces véhicules sur le périmètre voitures particulières plus véhicules utilitaires légers, rien que ça, c'est 30% des émissions de la France. Et c'est aussi 50% de la consommation de pétrole française. Pétrole qui est importé à plus de 99%. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'automobile est en plein dans nos trajectoires, enfin en plein dans les défis climatiques et énergétiques qui nous attendent. Timothée, en fait, quand vous avez analysé chacun des métiers, donc il y a effectivement les métiers de la prévente, les métiers du commerce, les métiers des VHU également, des véhicules hors d'usage. Comment vous avez pu analyser justement l'ensemble des émissions de chacun de ces grands piliers et quels sont les leviers? Parce qu'il y a quand même des émissions qui sont inhérentes à l'activité. C'est quand même très difficile de pouvoir baisser ces émissions. Comment vous avez identifié ces leviers et quel type de propositions vous avez faites? Alors la première partie de réponse à la question, finalement, c'est qu'on a travaillé sur à 2 niveaux. C'est-à-dire soit on a récupéré des données du terrain, donc d'un certain nombre de métiers et d'entreprises qui nous ont permis de consolider finalement après les données liées à des branches métiers, soit on est parti sur des données beaucoup plus macro, c'est-à-dire à l'échelle nationale, et voir quelle est la proportion des métiers sur certaines filières donc, représentées par Mobiliance sont dans cette, on va dire, globalité, dans ces chiffres globaux. On a essayé de croiser les deux parce que finalement, comme les enjeux sont pharaoniques et que les données sont infinies, on va dire, à collecter, et il a bien fallu avoir une méthode pour croiser et s'assurer qu'on soit sur un ordre de grandeur robuste pour pouvoir aller justement, et c'est la deuxième question, c'est aller voir quels sont les métiers qui ont le plus d'impact finalement, ou le plus de dépendance, parce que finalement on a regardé les 2 niveaux. Et donc en fonction des métiers, vous avez ceux qui vont par exemple distribuer des véhicules, ceux qui vont réparer les véhicules, ceux qui vont travailler aussi sur des métiers du type les mobilités partagées, ou le rétrofit par exemple, ou les mobilités plus alternatives. Donc voilà, on a essayé de regarder dans ces différents métiers quelles étaient celles qui avaient finalement un levier, ou ceux qui avaient un levier de contribution plus ou moins active. Ce qu'on appelle finalement soit des émissions qui peuvent se réduire d'un côté, donc ce qu'on appelle généralement chez nous les moindres émissions, donc les gains associés, voire des émissions évitées, c'est-à-dire quelle contribution elles pouvaient avoir en... Alors si je fais simple, c'est je vais émettre parce que j'ai une activité, mais cette émission va permettre à d'autres d'économiser beaucoup plus que ce que je vais émettre. Donc c'est là où on va avoir un gain net finalement sur l'équation. Donc voilà. C'est une question de balance en fait. Exactement, avec une première aussi analyse qui était quels étaient les effets rebonds possibles.
Et c'est vrai que, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, à l'échelle d'une filière, c'est assez compliqué parce que comment on compare une filière à une filière qui n'existe pas, parce que quand on prend une filière qui représente toute la France, il n'y a pas de comparaison à part éventuellement vers d'autres pays. Donc ça a été un travail assez difficile pour justement identifier les réels leviers de décarbonation des différents métiers. Alors, donc cette étude a été faite au niveau de la filière, mais il y a aussi au niveau des entreprises, en fait, parce qu'il y a une réglementation et une directive européenne, CSRD, en fait, qui a été mise en place. Alors, on a vu quelques ajustements et notamment un report de 2 ans pour certaines entreprises. Vous allez nous expliquer tout ça, Laurent. C'est quoi la CSRD, en fait? Alors, sans trop rentrer dans les détails, c'est une directive européenne qui oblige les entreprises qui sont assujetties, donc aujourd'hui plutôt les grosses entreprises, au-delà de 500 personnes, à faire un reporting au-delà des données financières, et notamment sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça s'applique encore une fois aux grosses entreprises, mais ça a vocation à s'étendre à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble des organisations. En parallèle de ça, peut-être, on a en France une réglementation qui s'appelle le bilan gaz à effet de serre, BGES, qui là aussi s'applique plutôt aux grandes entreprises pour l'instant et qui oblige les entreprises qui sont assujetties à faire leur bilan carbone des émissions directes et maintenant aussi leurs émissions indirectes qui sont dites significatives. J'allais dire... c'est pas parce qu'on n'est pas assujetti à cette obligation que c'est pas utile ou intéressant de faire son bilan carbone. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant de faire ça pour les entreprises. Faire son bilan carbone, c'est à la fois, évidemment, mesurer et réduire son impact environnemental, mais c'est aussi, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur notre dépendance aux énergies fossiles, c'est aussi réduire ses vulnérabilités vis-à-vis de ça. Ça peut aussi servir de marque employeur, c'est-à-dire de rendre l'entreprise qui montre qu'elle est engagée dans une telle démarche que pour les collaborateurs qu'elle cherche à recruter, et c'est une difficulté dans la filière automobile, à montrer du sens aux futurs collaborateurs. Et le dernier point assez important quand même, réduire ses émissions, c'est réduire ses dépenses. Globalement. Donc ça parle aux chefs d'entreprise en général. On l'oublie un peu souvent, mais c'est assez central et on peut le vérifier sur toutes les entreprises qui font ça. Alors, on va le vérifier justement avec Émilie. Émilie Matec, vous êtes responsable RSE du groupe de distribution Cobredia, qui est basé dans toute la Bretagne. C'est vraiment un peu plus loin, jusqu'à la Mayenne. Voilà, vous descendez jusqu'à la Mayenne. Donc, c'est 88 points de vente, en fait, 88 concessions, 21 marques représentées et 892 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Vous faites donc partie des entreprises, justement, qui doivent et qui ont cette obligation CSRD, qui doit être mise en application et recensée en 2028, donc sur les données 2027. Vous êtes soumise à cette réglementation. Comment ça se passe, la mesure des émissions carbone, dans un groupe de distribution tel que le vôtre? Alors, avant la mesure des émissions carbone, nous, ce qu'on a souhaité, c'est anticiper ce travail sur la CSRD. Et donc, on a fait le choix de se faire accompagner du mois de juillet l'année dernière jusqu'au mois de janvier par un cabinet de conseil pour comprendre la CSRD, comprendre l'attendu et du coup se faire accompagner sur toute la réflexion que nécessitait la CSRD, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup du coût de la CSRD, mais assez peu des bénéfices. Et Laurent l'a bien mis en avant tout à l'heure. En fait, il y a aussi énormément d'avantages parce qu'il y a tout un travail introspectif à travers la CSRD. À partir du moment où on doit reporter de ces activités extra-financières, c'est aussi tout un questionnement au niveau de l'entreprise sur qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce qui est du coup matériel pour nous. Cet exercice de double matérialité qui est demandé dans le cadre de la CSRD, c'est justement l'occasion d'affirmer aussi ses ambitions et de définir ce qui est important ou pas pour l'entreprise, d'anticiper au niveau des risques, de faire une cartographie, etc. Et justement, c'est l'occasion aussi d'aligner sa feuille de route, ses chantiers, avec en fait aussi ses ambitions. Donc ce travail, il est aussi extrêmement utile pour avoir une cohérence entre la feuille de route RSE et du coup les ambitions de l'entreprise. Et du coup, ça nous a vraiment apporté en fait quand on vous découvrez en fait justement des exactement. Des choses. C'était un travail en plus collectif. Nous, voilà, on était toute une équipe projet derrière, de la présidence jusqu'à des fonctions support. On a fait intervenir aussi les collaborateurs, et donc ça a
été un vrai exercice, en tout cas, nous, bénéfique, tant et si bien que on était prêts, en fait, pour s'engager, pour reporter en 2026 et on a donné 2025. Le report nous donne encore 2 ans, mais on a quand même décidé de produire un rapport à blanc cette année pour faire l'exercice aussi en toute sérénité et se l'approprier et être prêt pour 2028. Vous avez dit que vous vous étiez fait accompagner, c'est vrai, parce que la réglementation est quand même assez complexe. On en parlera un petit peu après, mais elle couvre plusieurs spectres d'émissions de CO2. Vous êtes fait accompagner également par BPI France. Oui. En fait, c'est toute une entreprise telle que la vôtre doit se faire aider, en fait, et doit se faire accompagner, en fait, parce que c'est compliqué quand même de le faire tout seul et d'appréhender tout seul, en fait, toutes ces obligations. Il y a effectivement des dispositifs qui existent. Par exemple, nous, pour les bilans carbone, on est passé par BPI, qui a un dispositif, le DIAG décarbonation, où du coup, effectivement, ça permet aussi une montée en compétences. C'est des choses aussi nouvelles pour l'entreprise et des compétences, des données. Ça fait appel effectivement à des compétences nouvelles sur lesquelles nous aussi on a besoin de monter en compétences. Donc c'est ce choix effectivement qu'on a fait de se faire accompagner. Alors c'est peut-être facile pour une grande entreprise. Bénédicte, en fait, vous représentez également les entreprises et le réseau, notamment Mobivia, qui concerne des réseaux de franchise avec des petites entreprises, en fait. Comment ça se passe pour ces petites entreprises? Est-ce que ce sont les réseaux, en fait, qui prennent le dessus et qui viennent les aider, les épauler? Comment vous travaillez avec toutes ces TPE du secteur des services de l'automobile? Alors, c'est vrai que pour des TPE, c'est un véritable enjeu. Alors, on peut se dire que les TPE ne sont pas concernés directement, puisque, en effet, on voit bien que l'obligation en termes de bilan carbone concerne avant tout les entreprises aujourd'hui de plus de 500 salariés. Pour autant, les entreprises, alors que ce soit dans les réseaux de franchise ou des TPE au sein de la filière, on le voit bien chez Mobilion, il y a énormément de TPE, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont d'abord extrêmement intéressées par les démarches carbone. Elles ont des attentes importantes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si elles n'ont pas d'obligation directement, très souvent, soit elles ont des donneurs d'ordre qui vont avoir besoin des informations et qui vont les solliciter, voire parfois dans des appels d'offres qui s'adressent aussi à des TPE, PME, on va leur demander ces informations. Donc, de fait, par un effet de cascade, elles ont vraiment ce besoin de pouvoir produire des bilans carbone sans pour autant avoir les ressources. L'autre option, c'est qu'en effet, elles peuvent vouloir entrer dans des démarches volontaires parce qu'elles ont compris, et donc ça a été exprimé, elles ont compris qu'il y avait un véritable bénéfice à s'engager dans cette démarche, que ce soit un bénéfice environnemental, mais aussi un bénéfice vis-à-vis de l'image de marque de l'entreprise, vis-à-vis des parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes ou externes, ou ça peut être aussi pour une dimension de transformation en profondeur de l'activité de l'entreprise. Parce que c'est vrai que s'engager dans une démarche de bilan carbone et de décarbonation, c'est aussi identifier un certain nombre de leviers qui peuvent être des leviers de réduction carbone, mais qui peuvent être aussi des leviers d'innovation, de développement de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., qui vont contribuer à la décarbonation de la mobilité pour les clients. Donc on voit bien qu'il y a vraiment aujourd'hui une dynamique, et on le voit bien, alors que ce soit en effet chez Mobivia, auprès des franchisés Midas par exemple, que ce soit ou Noroto, mais on le voit aussi au sein de la filière, et c'est vraiment, ça touche tous les métiers, c'est vraiment... C'est vrai que chez Mobilion, on a 25 métiers représentés, donc c'est très vaste. Et on voit que ces enjeux de décarbonation touchent vraiment l'ensemble des métiers, l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, si on voit qu'il y a des besoins et que c'est pas simple d'aborder le sujet de la décarbonation, il y a aujourd'hui une palette d'outils. Donc, la BPI a été citée, l'ADEME également fournit un accompagnement, propose un accompagnement pour les entreprises en fonction de leur taille. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est le sens aussi de ce qui est initié chez Mobiliance, avec toute une dynamique, la première brique ayant été cette étude décarbonation. Mais aujourd'hui, il y a toute une palette d'outils qui va être proposée, voilà, et avec, je peux annoncer là, il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de l'environnement, et donc à cette occasion, on a lancé un nouvel outil qui s'appelle le Carbodiag.
et donc qui sera en ligne gratuitement sur le site de Mobiliance et qui permet à toute entreprise, vraiment, quelle que soit sa taille, de faire son bilan carbone. Alors, scope 1, scope 2 pour commencer. Scope 3, là, ça sera un peu plus complexe, mais voilà, on expliquera après, effectivement, le détail donc, de la réglementation. C'est en effet, et c'est le rôle, voilà, nous on estime que c'est vraiment le rôle d'une fédération, d'un syndicat professionnel que d'accompagner aussi les entreprises, y compris les plus petites. Alors, on revient vers vous, Émilie, justement, parce que vous n'aviez pas cette obligation dès 2025, en fait, mais vous avez décidé d'être proactif sur le sujet, même si la directive a été repoussée de 2 ans. Et vous avez terminé, je crois, le bilan carbone sur toute la plaque Audi, en fait, la plaque, donc la marque Audi que vous représentez au travers de combien de concessions ? 6 concessions. 6 concessions. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez réalisé l'exercice? Là, on veut du concret, en fait. Expliquez-nous tout. Alors, effectivement, on s'est fait accompagner par BPI. Nous, on a choisi de commencer justement par la plaque Audi, parce que du coup, plaque monomarque, 6 concessions. Donc, on avait une réelle volonté d'être dans l'apprentissage et justement de se dire, bon, bah, c'est un peu notre phase test, notre phase pilote. On y va, on voit comment ça se passe. Voilà, nous, on avait une vraie volonté aussi d'impliquer les équipes sur ce sujet-là. Et donc, du coup, réunion de cadrage avec directeur de site, directeur de plaque, comptable, QSE, voilà, pour impliquer tout le monde et expliquer la démarche, ce qu'on allait faire, pourquoi on allait le faire. Et ça, c'était aussi une vraie volonté d'impliquer les équipes et qu'elles comprennent en fait l'exercice. De même que sur la collecte des données. Alors, la collecte des données, c'est une espèce de montagne russe, de chasse au trésor. Voilà, on essaye de trouver les données. Il y a des hypothèses à réaliser. Il faut aller collecter toute cette donnée. Et donc, ça, c'est un vrai travail d'enquêteur en interne. C'est pas toujours simple. Il y a des nouveaux métiers dans la distribution automobile, alors. Exactement. Et après, du coup, il y a ce moment de restitution où justement, ça a été pareil, un vrai moment d'échange avec les équipes et ça permettait justement de parler de décarbonation, de RSE de façon très concrète, tangible, avec des chiffres et avec une approche très chiffrée et très concrète au niveau des équipes. Il y a eu beaucoup d'échanges au moment de la restitution. C'était... Enfin, pour moi, en tant que responsable de la RSE, un moment très important pour qu'effectivement, on rende concret aussi ce que peut être la RSE au niveau d'une entreprise. Ouais. Alors ça, on en reparlera effectivement à la fin de l'émission parce que je pense que c'est très important pour l'engagement en fait, de la nouvelle génération, pour le recrutement de ces métiers un petit peu en tension justement au niveau de la main-d'œuvre. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans cette collecte des données. Je vais avoir tous les secrets de fabrication. Vous êtes forcément dépendant obligatoirement, de par l'exercice de votre métier, de la vente de véhicules. Cette collecte des données, d'où vient-elle en fait? Comment se passe dans la distribution la vente d'un véhicule thermique par rapport à une vente de véhicule électrique? Comment vous réalisez toute cette chaîne en fait et parce que j'imagine que c'est quand même très complexe à faire remonter ces informations. Oui. Alors beaucoup de données viennent quand même de nos systèmes de facturation, nos outils propres qui nous permettent quand même de récolter les informations. On a des informations de par nos constructeurs sur la provenance des produits, sur les informations, le poids par exemple des pièces détachées, enfin des éléments dont on peut avoir besoin. Donc on a quand même une partie des informations qui nous permettent quand même de dresser un bilan carbone assez précis. C'est vrai que voilà, on est aussi dans cet effet d'apprentissage et oui, on s'est rendu compte que tout à coup, 75% de nos émissions sont liées effectivement à l'utilisation des produits qu'on distribue, donc VN et VO. Et donc là, tout à coup aussi, on prend conscience, et c'est ça aussi un bilan carbone, c'est prendre conscience des échelles et du coup de se rendre compte effectivement de l'impact d'un levier comme effectivement son mix énergie au niveau de la vente. Donc c'était aussi une prise de conscience, nous, à ce niveau-là. Et puis une prise de conscience importante aussi de se dire... OK, on dépend de nos constructeurs par rapport au plan produit, etc. Mais pour autant, il y a quand même des émissions qui sont liées à nous, notre activité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Comment on fait notre part sur ce sujet-là? Et ça, c'était important aussi, parce que ça aurait pu être un peu aussi l'écueil de ce bilan carbone, de se dire, OK, émissions indirectes, c'est pas moi, c'est eux, ou c'est... Voilà. Et donc, nous aussi, c'était vraiment... important de se l'approprier et de travailler sur les leviers, et tout en tenant compte effectivement de notre relation avec les constructeurs, les plans produits disponibles, et parce qu'on a aussi vraiment une part aussi de responsabilité dans l'amélioration de ces bilans carbone. D'accord, donc on verra après, on va discuter effectivement des différents leviers justement pour améliorer ce bilan carbone. C'est quand même 25% des émissions en fait qui viennent d'autre chose que de la vente de véhicules, donc y compris les bâtiments, j'imagine, y compris... Les
bâtiments, l'énergie, les intrants, tout ce qui va être effectivement l'approvisionnement des pièces, des véhicules, tout ce qui va être les trajets domicile-travail, les déplacements, la gestion des déchets. Il y a énormément de sujets effectivement qui sont comptabilisés dans ces bilans carbone. Et effectivement, c'est sur ce sujet-là où nous aussi, on peut avoir une action directe. D'accord. Du côté des réseaux... Ah, pardon, Timothée, vous voulez intervenir? Oui, parce que en fait, ça fait écho à ces deux réglementations, la CSRD et bilan carbone ou bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est assez récent, hein. On parle 2023 pour la partie BE-GES, CSRD c'est en cours, c'est pas mal chahuté, mais en fait ça amène quand même deux réflexions qui sont assez essentielles, je pense. C'est le sujet de la réflexion sur la chaîne de valeur, donc justement de voir quelle est la responsabilité, mais on dépend des autres, hein, donc à un moment donné, on est bien obligé de travailler sur cette chaîne de valeur et d'être vraiment sur les priorités. Et alors, moi qui travaille sur ces sujets depuis 16 ans maintenant, on voit bien qu'on a beaucoup passé de temps ces 10 dernières années à aller cristalliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, des fois sur des enjeux qui étaient assez mineurs. Donc voilà, j'alimente le débat, mais un bilan carbone et ou la CSRD, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est clairement une boussole quand on est dirigeant, parce qu'il faut revenir, et ça n'a pas été dit, mais les investisseurs aujourd'hui et le monde de la finance a basculé depuis quelques mois sur cette envie d'aller investir de plus en plus sur les entreprises durables et responsables. Donc c'est pas encore parfait et ce n'est qu'un début, mais on va dire que la dynamique est lancée et les investisseurs aujourd'hui regardent. Et des fonds spécifiques, hein, je crois. Au-delà des fonds spécifiques, vous allez auprès d'une banque, vous allez auprès d'un fonds X ou Y, vous allez, quand vous recapitalisez, quand vous faites des LBO, quand vous faites des levées de fonds, la part CSRD, ESG, carbone, tout dépend on va dire des personnes, mais va être de plus en plus significative. Alors, ce n'est pas la majorité encore des indexations des taux, etc., bien évidemment, mais encore une fois, avec le recul que j'ai, avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est 10, 15, 20, 30% d'un taux d'endettement, par exemple, qui dépend de ces indicateurs. Donc, si la direction européenne continue dans cette voie, on imagine bien que toute cette dimension deviendra le seul levier de croissance, ou en tout cas de développement économique, plus que de croissance, mais en tout cas, ça restera et ça devient, on va dire, un enjeu majeur. Laurent Perron, je crois que vous surveillez aussi les entreprises qui déclarent, hein, même si l'obligation a été reportée avec la CSRD. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'automobile, en fait, qui font leur bilan carbone, qui travaillent sur ce sujet, qui publient des résultats. Alors, je me suis livré à titre personnel à une petite recherche sur la base ADEME, où les entreprises assujetties sont normalement obligées d'aller déposer leur bilan carbone et leur plan de transition, d'ailleurs. J'avoue que, alors j'ai fait ça il y a quelques mois, mais il y en avait quand même pas beaucoup. Hein. Alors, les obligations sont assez récentes, hein, Après, la démarche est compliquée quand même. Oui, la démarche est très compliquée et on peut quand même saluer la politique de Mobiliance en la matière, de vouloir accompagner toutes les petites entreprises de la fédération. Donc le mouvement est en marche, hein, c'est ce que vient de dire Timothée. Ça ne fait que croître. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit pour relancer ce qu'a dit Bénédicte tout à l'heure. Les obligations, elles ne sont pas que réglementaires. Hein. Sur les appels d'offres, il y a beaucoup de collectivités, notamment aujourd'hui, qui incluent dans leurs appels d'offres des obligations sur les critères ESG. D'accord. Donc, encore une fois, au-delà de la simple application de la règle, ça va devenir ça devient un mécanisme automatique, j'allais dire presque. D'accord. Oui, Bénédicte, justement, j'avais une question sur les petites entreprises. En fait, est-ce que vous savez, en fait, quel bilan carbone, est-ce qu'il y a déjà des petites entreprises qui ont réalisé ce bilan carbone et qu'est-ce qui pose le plus de sujets et de problèmes, j'allais dire, au niveau des ateliers? Parce que au-delà des bâtiments, en fait, c'est quand même une activité qui génère aussi quand même beaucoup d'émissions. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet-là? Oui, alors sur la question des petites entreprises, en effet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a... Alors c'est le premier besoin exprimé par les adhérents chez Mobiliance au niveau des petites entreprises, le besoin d'accompagnement. C'est le premier besoin d'accompagnement sur tous les sujets environnementaux, c'est d'être accompagné sur le carbone. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, au-delà de la réglementation, il y a un vrai besoin exprimé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concernant les ateliers,
Donc c'est plus les activités de réparation. Donc, et ça peut être des petites entreprises ou des plus grandes entreprises. Donc là, en effet, là aussi, hein, toutes les entreprises qui sont, comme toutes les activités, quelles qu'elles soient, se sont engagées et s'engagent progressivement dans cette dynamique-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a évoqué différents métiers. On voit bien que les distributeurs ont une configuration de bilan carbone d'un certain type. Les activités de réparation, on va avoir une configuration un petit peu différente avec un impact carbone qui est extrêmement élevé s'agissant de tout ce qui est pièces montées dans pièces qui sont posées dans les ateliers. Par exemple, un atelier de réparation ou un centre auto, son impact carbone va être très élevé au niveau des pneumatiques, par exemple, qui représentent chez Nord Auto, chez Midas, c'est quasiment 50% du bilan carbone, entre 40 et 50, mais ça équivaut à la fabrication des pneus. Oui, autant la distribution est dépendante des véhicules distribués, autant donc, dans la réparation, on va être dépendant de l'impact des pneumatiques, l'impact des batteries. Il y a l'impact, on n'y pense pas toujours, mais l'impact des climatisations des véhicules. Puisque quand on va intervenir sur des véhicules, si on intervient sur des fuites de climatisation, etc., donc il faut savoir que c'est 10%. De l'ensemble du bilan carbone dans les ateliers, etc., ainsi de cet ordre-là, alors même que si on regarde la partie, en effet, consommation d'énergie, ces postes-là qui viennent plus à l'esprit quand on pense de bilan carbone, ça va représenter 2-3%. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a une démarche de type bilan carbone, ça permet vraiment, finalement, de sortir des idées reçues aussi. On a des surprises, finalement, quand on fait son bilan. Surprises, parce que quand on voit l'impact, je sais que nous, quand on présente la configuration des bilans carbone aux entreprises, aux salariés, etc., en fait, ils ne s'imaginaient pas du tout, parce qu'ils vont penser, en effet, je vais économiser, je vais faire des économies d'énergie. Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein, c'est vraiment un levier qui est extrêmement important. Mais pour autant, quand on voit les leviers sur lesquels on peut agir, et voilà, on a des surprises. Et il y a un point qui est important dans nos métiers que je n'ai pas mentionné, puisqu'on parle des ateliers, c'est qu'il y a certes l'impact carbone des activités, mais il y a aussi les émissions carbone qui vont pouvoir être évitées grâce aux activités. Alors ça peut être des ateliers, mais finalement quand on regarde tous les métiers de Mobiliance, quels qu'ils soient, il y a matière à réduire les émissions des clients. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un levier important. Ça a été d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a souhaité mener cette étude à l'origine, parce que l'idée, c'était de dire, c'est vrai que les activités automobiles sont souvent pointées du doigt comme étant du côté du problème, du côté des émissions, etc. Mais pour autant, avec la diversité des métiers, que ce soit une auto-école, que ce soit tous les métiers de l'économie circulaire, les ateliers, les distributeurs évidemment, avec la vente aujourd'hui de véhicules électriques, etc. On voit bien qu'on est vraiment du côté aussi des solutions pour décarboner et pour tendre vers cette mobilité zéro carbone 2050 dont vous parliez tout à l'heure, Catherine. Donc je pense que s'il y a un message extrêmement important aussi à retenir, c'est au-delà de nos propres empreinte carbone, nos métiers sont là vraiment pour contribuer à la décarbonation. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête et qui doit aussi finalement rendre fier l'ensemble des collaborateurs de la filière, puisqu'on est tous contributeurs en fait à cette décarbonation de la mobilité. Vous évoquiez tout à l'heure les scopes 1, 2, 3 en fait, de la réglementation CSRD. En fait, ces scopes en fait, couvrent différents aspects des émissions carbone. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dresser la différence justement de ces différents scopes ? Alors du coup, quand on parle de scope 1, donc émissions directes, on parle de toutes les combustions qui sont brûlées, donc toute l'énergie fossile brûlée, consommée par l'activité de l'entreprise sur des produits qui lui appartiennent. Donc une voiture qui lui appartient, un chauffage, etc. On a après le scope 2, donc c'est tout ce qui est lié à l'électricité, donc toute l'énergie autre que liée à la combustion. Il peut avoir la climatisation, il peut avoir aussi d'autres postes. Donc ça, c'est vraiment les émissions directes. Ça, c'est vraiment les émissions dont on est directement responsable. La bonne nouvelle, c'est que quand on les réduit, on gagne de l'argent.
Donc c'est assez simple et c'est basique. C'est pour ça que quand on dit 7% du scope 1 et 2, c'est vraiment entre les mains des différents métiers, c'est des économies directes. Et après, il y a les émissions indirectes. Et là, c'est un chantier infini sur lequel la collecte et le travail peut être pharaonique. Après, il ne faut pas non plus trop dire que c'est complexe et extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de méthodologies pour gagner du temps et aller sur des ordres de grandeur qui sont robustes. Soyons optimistes. Non, mais qui sont robustes et qui sont relativement intéressantes à avoir pas en claquant des doigts, mais pas loin. Parce qu'en fait, on a déjà, alors si je prends une structure comme la nôtre, ça fait 16 ans qu'on travaille sur ces sujets de Scope 3, donc on a déjà des grandes tendances pour aller là où c'est important. Est-ce qu'il est important ou intéressant d'aller chercher des données très précises si on sait que c'est 0,1% du sujet ? Voilà, donc effectivement, le scope 3, c'est à la fois les trajets domicile-travail, les produits, le fret amont, aval, les produits qui vont être achetés, consommés. Ça peut aller du stylo à la pièce de rechange, aux pneus. Et donc, en fonction de ces sujets, c'est là où il y a un intérêt, je pense, à se faire accompagner. C'est qu'on va dire, le pneu, oui, c'est un vrai sujet. Va falloir aller chercher des données fiables. Le stylo dans les ateliers, on va laisser de côté ou on va le faire de manière beaucoup plus efficace avec des ordres de grandeur, des échantillonnages, etc. Et donc là, il y a aussi, on va dire, énormément de gains possibles parce qu'on dit que Scope 3, c'est pas entre nos mains. Mais en fait, si, quand vous travaillez sur les achats responsables, quand vous travaillez avec votre fournisseur, quand vous travaillez avec votre client, quand vous allez orienter vers, je sais pas, la consommation, si je prends basiquement d'un véhicule électrique versus un véhicule thermique, vous décarbonez quelque part votre chaîne de valeur et donc vos émissions indirectes. Et donc là, la responsabilité, par exemple, du commercial, du revendeur, enfin, elle est partagée. Ce n'est pas une responsabilité uniquement étatique ou de constructeur. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de leviers qui sont souvent négligés. Mais vous savez, l'économie en fait. Franchement, faut s'attaquer à tout parce que c'est comme le déficit de la France en fait. Il faut aller chercher un petit peu partout les économies. Il faut faire de feu de tout bois. Après, c'est sûr qu'on est dans une période où on débute sur ces sujets, on découvre. Et le chantier, il est pharaonique. Donc en fait, le premier réflexe de l'être humain sur ces sujets, c'est je ne peux pas faire, c'est pas entre mes mains, c'est trop difficile. On est dans le déni. Ça, c'est assez classique. Quand vous discutez avec les docteurs en psychologie sociale, ils vous le diront. Donc c'est normal. Par contre, déjà de l'accepter et de se le dire, c'est déjà 50% du problème résolu. Parce que du coup, après, on travaille à construire avec ces parties prenantes. Et il y a plein de filières aujourd'hui qui commencent à le faire. Et c'est là où on devient créatif et c'est là où ça devient, je pense, en tout cas, vu de ma fenêtre, très intéressant parce qu'on a un pas de côté à faire sur un certain nombre d'activités. Émilie, pour agir sur ces 25% justement d'émissions émises par les entreprises, comment vous travaillez en fait ? Est-ce que ça veut dire que vous travaillez sur vos bâtiments, sur des panneaux photovoltaïques ? Il y a une réglementation et une législation spécifique sur le sujet. L'utilisation de la pièce de rechange, est-ce que c'est tout en même temps ? Comment vous travaillez et vous abordez ce sujet qui est hyper vaste en fait. Alors, dans le cadre de notre feuille de route, on a identifié effectivement des chantiers par typologie. Effectivement, sur la partie environnement, au niveau des bâtiments, donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est installer ce qu'on appelle une gestion technique des bâtiments de classe A, qui vise à utiliser des capteurs pour limiter la consommation énergétique via la détection de présence, des horaires programmés, etc. Donc ça a été installé. Il y a des systèmes comme ce qu'on appelle des stratificateurs, voilà, pour faire redescendre la chaleur. Et il y a effectivement le photovoltaïque sur notre nouvelle concession Mercedes de Rennes. Voilà, donc c'est effectivement tous ces chantiers-là où effectivement on essaye, en fonction des dispositifs, en fonction des opportunités, de trouver des solutions. Il y a effectivement après d'autres leviers sur, effectivement, on mesure là aussi le volume que l'on fait, par exemple en échange standard, en pièces d'occasion, et c'est pareil, là c'est de la recherche de données, de la collecte, comment on peut récupérer, est-ce que c'est mesurable, combien ça représente aujourd'hui au niveau de notre chiffre d'affaires, pièces de rechange. Enfin, c'est des indicateurs aussi concrets, parce que du coup, l'idée c'est d'avoir aussi une feuille de route dans le temps et de pouvoir mesurer aussi notre progrès. Et donc ça c'est aussi important sur ces sujets-là, de se dire d'où on part, où on veut aller, se fixer une trajectoire et de la mesurer. Alors, on a parlé beaucoup au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la flambée du prix du gaz, du prix de l'électricité, évidemment. Ça a été un sujet qui a vraiment été mis en avant à ce moment-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait, des signatures de contrats d'énergie verte ? Est-ce que c'est vraiment une des solutions ? Est-ce que ça a vraiment un apport, en fait, pour les professionnels, au-delà de l'économie financière, j'allais dire ? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question, mais ce qui nous semble important de notre côté, c'est que, c'est ce que je disais au début, et ça rejoint un peu quand même la question sur l'invasion de l'Ukraine, c'est comment on sort de notre dépendance, à la fois géologique et géopolitique, aux énergies fossiles dont on ne dispose pas ni sur le territoire européen, ni sur le territoire français.
Donc ça, c'est le premier point. Et l'électrification, pour le coup, est la bonne voie, pour peu qu'on dispose d'une électricité décarbonée, mais c'est le cas en France. Donc tout ce qui va dans le sens de produire de l'énergie décarbonée, nucléaire, hydraulique, renouvelable, va forcément dans le bon sens. D'autant plus que la transition énergétique, elle va concerner certes l'automobile, mais pas que, elle va concerner l'ensemble des secteurs économiques. Et on va avoir des besoins de production électrique qui vont aller croissant jusqu'en 2050. Le parc nucléaire français, enfin je fais une petite incise, mais le parc nucléaire français, il arrive quand même... il est très vieillissant, il sera renouvelé, mais s'il est renouvelé, c'est dans une quinzaine d'années, pas avant. Et donc les énergies renouvelables ont toute leur place entre maintenant et le renouvellement du parc nucléaire. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est tout ce qui est énergie décarbonée est bon à prendre pour peu que ça remplace du carboné. Alors ça peut paraître un peu trivial ce que je dis là, mais... Donc les énergies vertes, le biogaz, pourquoi pas, pour peu que on vérifie quand même que l'ensemble boucle au niveau global de l'économie et qu'on affecte prioritairement les énergies décarbonées aux secteurs qui sont les plus pertinents. Typiquement, on a beaucoup parlé de l'hydrogène là, dans les dernières années. Est-ce que l'hydrogène vert est prioritairement affecté à la mobilité ou à l'industrie sidérurgique ou à la production d'engrais? Bon, le débat commence à être tranché, mais c'est ce genre de questions qu'il faut qu'on arrive à se poser parce qu'on n'aura pas de production énergétique décarbonée infinie. D'accord. Alors, on a parlé de tout ce qui était effectivement en dehors de l'usage de la voiture même. Hein. On voit bien que la voiture électrique est un transfert, j'allais dire, indispensable dans cette décarbonation. Où on en est aujourd'hui, en fait, dans les ventes. On voit bien que les ventes, justement, sont compliquées. En France, la part des ventes de véhicules électriques n'augmente pas aussi rapidement que prévu. Hein. On est à 17% sur les derniers chiffres. Et en Europe, on augmente légèrement. Mais enfin, voilà, on est loin, en tout cas, des objectifs qui avaient été fixés à l'origine. Donc là, on dépend complètement du comportement des Français, de l'usage de la voiture et de sa réaction par rapport à une transition énergétique dans son véhicule. Comment, par exemple, vous faites groupe de distribution, les commerciaux sont sur le terrain pour essayer de convaincre des clients. Est-ce que ça fait partie des objectifs que vous vous fixez justement dans cette phase de décarbonation ? Alors, il y a toute la partie, effectivement, formation des équipes. Pour la partie véhicule neuf, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup aussi sur nos constructeurs dans le cadre du lancement des nouveaux modèles et dans le cadre des programmes de certification métier où il y a effectivement beaucoup de modules de formation sur ces sujets-là. Pour la partie véhicule d'occasion, nous, le parti pris a été justement de réaliser une formation interne au niveau du groupe pour tous les vendeurs Cobredia pour aussi former nos vendeurs véhicules d'occasion, puisque c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup du VN et véhicule neuf, du véhicule d'occasion, alors que justement quand on regarde dans nos bilans carbone, ils comptent pour autant beaucoup. Donc ça c'est important. Et puis je pense que là où on a aussi un rôle à jouer, c'est sur la sensibilisation de nos équipes et des clients aussi sur ces sujets-là. Nous on s'est rendu compte aussi quand on a préparé une certification c'est un sujet qu'on doit aborder avec nos équipes marketing, qu'on doit briefer, on doit expliquer ce qu'on fait en termes de gestion de déchets, quel est l'impact environnemental d'un véhicule électrique versus un véhicule thermique. Enfin, c'est tous ces sujets où aussi on doit faire notre part aussi en matière de sensibilisation et de pédagogie auprès des clients, auprès des prospects. Et ça, je pense que c'est vraiment un volet, nous, qu'on doit développer, qui est d'ailleurs dans notre plan d'action. On va briefer les équipes marketing à la rentrée sur ces sujets-là. Et c'est aussi de se dire comment on les rend visibles dans le parcours de vente et en concession aussi sur le lieu de vente. On parlait avec Laurent de la visibilité de l'impact, en fait, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique sur le moins 60-65%. Et en fait, ce chiffre, il est très peu connu. Et on se disait que c'est vrai qu'il y a eu tout le débat sur les véhicules électriques, sur les batteries, etc.
etc. Mais finalement, l'impact sur le cycle de vie d'un véhicule thermique par rapport à un véhicule électrique, c'est typiquement le genre de données qu'on doit rendre aussi plus visible. Et nous aussi, on a notre part aussi à jouer dans la visibilité de ces informations pour le consommateur. Prendre cet aspect-là par le biais du TCO, justement, parce que le budget de l'automobile chez les Français, ça a toujours été une grande inconnue, et que ce soit pour un véhicule thermique ou un véhicule électrique, en fait, l'automobiliste n'a pas conscience véritablement de ce que lui coûte sur l'année sa voiture. Est-ce que c'est pas un moyen, justement, de rendre plus visible que la voiture électrique peut être plus chère à l'achat, mais qu'effectivement, au niveau du TCO, donc sous coût d'utilisation à l'usage, c'est finalement plus intéressant au bout de quelques mois et assez rapidement, finalement? Oui, clairement, en fait. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est, mais effectivement, c'est comprendre quels sont les coûts de la mobilité, à la fois sur l'acquisition du véhicule, son assurance, l'entretien, les réparations. Ça peut être aussi sur d'autres enjeux, le parking. Prenez des grosses villes comme Paris, aujourd'hui, se garer en véhicule électrique, c'est quasiment zéro, alors qu'en thermique, ça commence à devenir très cher. Donc en fait, si on prend et si on met bout à bout tous ces coûts, c'est ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost Overview. Donc ça, c'est un point important. Au-delà de ça, je pense que ce qui est important dans le rôle des distributions aussi, même s'ils dépendent fortement des fabricants, mais on l'a vu, il faut travailler main dans la main, c'est quel usage on fait de ce véhicule, avec quels moyens. Et aujourd'hui, on voit bien que l'électrification, c'est un bon levier de décarbonation, mais il faut quand même aller dans des voies où on va peut-être rationaliser le poids du véhicule, sa part d'électrification, enfin d'électronique plutôt, par rapport à son usage et puis par rapport à ses trajets. Parce qu'on voit bien que quand on regarde les chiffres, il suffit de regarder les enquêtes INSEE et autres pour bien voir qu'on utilise souvent des véhicules assez lourds et assez importants, très confortables, pour des trajets qui sont des fois très courts et qui pourraient être remplacés par des micro-mobilités qui peuvent être des véhicules vendus, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur la vente des petits véhicules. Donc voilà, il y a aussi toute cette Mais dans dimension. cet usage, en fait, il faut qu'on parle de la boucle aussi de mobilité, j'allais dire, des Français. On ne peut pas juste dire les Français achètent des voitures trop grosses et trop lourdes. C'est pas mon propos, c'est de dire que si on réfléchit sur un coût total, forcément, prendre des plus petits véhicules et donc avec des usages plus rationnels, plus intéressants, sont à la fois économiquement et énergétiquement beaucoup plus percutants, beaucoup plus efficaces. De toute manière, si on ne va pas dans cette direction, on ne tiendra pas les objectifs qui sont de décarbonation. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est le début. Mais on sent quand même qu'il y a des frémissements, il y a des constructeurs qui s'y mettent, il y a même des constructeurs au Salon de l'Automobile l'année dernière qui mettaient en avant des vélos à côté de leurs véhicules, qui vendent des véhicules avec des vélos. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, on voit bien les publicités à la télévision qui disent aussi éviter certains trajets. Ce que je veux dire, on est obligé de travailler sur ce levier de l'électrification, mais aussi... Laurent Perron, vous voulez réagir ? Oui, Timothée a raison sur la partie levier technique, technologique qu'est l'objet automobile. On pourra y revenir juste après, mais il y a aussi, si on veut respecter le degré d'urgence de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir aussi agir sur l'usage qu'on fait de la mobilité, c'est-à-dire sur le nombre de kilomètres qu'on parcourt, sur les moyens de transport qu'on utilise. Et là, la responsabilité, elle est pas complètement individuelle quand même, voire elle est complètement collective. Pour réduire le nombre de kilomètres parcourus, on peut imaginer ce qu'on peut appeler pompeusement une sobriété structurelle, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait moins besoin de se déplacer pour les déplacements contraints. Typiquement, si on rapproche les lieux de travail des lieux d'habitation, des lieux de service, on aura moins besoin de faire de kilomètres et donc les émissions peuvent baisser de ce point de vue-là. De la même manière, le développement des transports en commun, là où c'est pertinent, doit être accéléré très clairement. On parle des SERM en ce moment, là, les services express régionaux métropolitains, que ce soit du ferroviaire ou du routier. Ça, il faut qu'on arrive à déployer ça massivement pour opérer ce qu'on appelle un report modal de la voiture vers les transports en commun. Et puis là où les transports en commun où les vélos ne seront pas pertinents, économiquement ou techniquement, là, la voiture électrique prend tout son sens. Et elle sera, il y a un tas d'endroits où la voiture restera indispensable. Oui, on ne peut pas mettre des express régionaux partout, en fait. Non, ça, clairement. Ni des pistes cyclables pour faire 40 km en campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que la voiture gardera une place assez centrale quand même dans notre système de mobilité décarbonée. Mais pour ça, et là je rejoins Timothée, les voitures devront être électriques et adaptées à leur usage. Est-ce qu'il est pertinent de déplacer une voiture de 2 tonnes pour faire 10 ou 15 km tous les jours ? Je ne suis pas complètement certain, quoi.
Non, pas de problème sur ce sujet-là. Après, les Français n'ont pas tous les moyens d'avoir 2 ou 3 voitures, en fait. Donc, ils prennent une voiture qui correspond au maximum de leur usage, en fait. Et effectivement, mais les 3/4 du temps, cet usage est beaucoup plus important et beaucoup trop important. Oui, Bénédicte. Oui, puis il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. C'est un sujet qui est en lien à la fois avec le pouvoir d'achat que vous évoquiez à l'instant et également sur l'impact environnemental. C'est la durée de vie également des véhicules. Alors c'est la durée de vie des véhicules, c'est la durée de vie des pièces, etc., qui est un véritable enjeu parce qu'en fait, si on prend l'exemple du véhicule électrique, on voit bien qu'il y a des véhicules électriques aujourd'hui qui sont mis sur le marché qui ont des durées de vie finalement potentiellement très courtes compte tenu du manque de réparabilité, de la difficulté à accéder par exemple au bloc batterie en cas de problème, etc. Et donc ça, on voit que si on fait l'analyse du cycle de vie avec l'impact en termes d'analyse du cycle de vie, on a des impacts environnementaux qui sont loin d'être neutres s'agissant de véhicules finalement. Il faudrait un indicateur finalement de réparabilité et l'enjeu de pour l'électroménager par exemple. L'enjeu de la réparabilité est un enjeu auquel on ne pense pas spontanément. C'est vrai, quand on pense décarbonation, on va penser automatiquement véhicule électrique. Mais l'enjeu de la prolongation de la durée de vie des véhicules, c'est un véritable enjeu parce que entre un véhicule qui va avoir une durée de vie de 10 ans ou 20 ans, évidemment, l'impact n'est pas le même. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est aussi un enjeu pour l'ensemble de nos métiers. Et sur lequel on a aussi des initiatives à mener, des combats à mener aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on sensibilise aussi les pouvoirs publics sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de véhicules qui sont mis sur le marché qui sont problématiques. Donc... Timothée ? Oui, c'est un point essentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une disparité de durée de vie, alors qu'un véhicule électrique a un moteur électrique qui est censé durer des milliers, voire des millions de kilomètres. Ce que je veux dire, c'est qu'un moteur électrique a quand même une durée de vie beaucoup plus élevée qu'un moteur thermique. Donc déjà, c'est contre-intuitif, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et après, du coup, il y a le sujet des ressources, parce qu'on parle beaucoup carbone, et c'est le sujet, bien évidemment. Mais il y a les matières premières, il y a les ressources qui ne sont pas, du coup, directement liées à un sujet carbone, mais un sujet environnemental. Et là, il y a un sujet d'approvisionnement, de dépendance à d'autres pays. Et donc, comment on pourrait être assez malin, on va dire, sur un territoire comme la France ou l'Europe pour récupérer toutes ces batteries et les récupérer et les faire, on va dire, revivre pour être autonomes. Parce qu'en fait, le lithium, le cadmium ou tous ces matériaux, on les a aussi pas forcément facilement entre nos mains ou sans conséquences sur l'environnement. Donc, c'est un vrai sujet qui est aujourd'hui mal traité. Mais le sujet arrive sur la table, donc moi, je suis assez convaincu qu'on va y arriver. Laurent Perron, juste en quelques mots, parce que je vois que les minutes défilent. Sur ces petits véhicules qu'évoquait Timothée Kellard tout à l'heure, en fait, on voit bien qu'il y a des constructeurs et des patrons de constructeurs européens, pour ne pas les citer, Lucas Demeo et John Elkann, on tente de promouvoir effectivement une réglementation spécifique pour le lancement de nouvelles petites voitures, en fait, qui ne sont pas réglementées sur le territoire européen, comme au Japon avec les K-Cars, par exemple. C'est une solution ? Vous pensez que c'est possible, ça ? En tout cas, la proposition qui doit être traduite dans les faits, et va dans le sens de ce qu'on disait sur l'adaptation du type de véhicule aux usages qu'on en a. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur le constat un peu global qu'on peut faire de l'automobile aujourd'hui, le tableau n'est pas hyper réjouissant. Les voitures, grosso modo, ont pris 300 kilos en 30 ans, en moyenne, pour différentes raisons. 25% d'augmentation de prix des véhicules moyens achetés neufs en France entre 2020 et 2024, un marché VN qui s'est quand même effondré, et une production aussi sur le territoire français qui est passée en gros de 3,5 millions de voitures au début des années 2000 à 3 fois moins aujourd'hui. Et on a plus d'offres, ou quasiment plus d'offres, sur des petits véhicules accessibles, le segment A. Donc tout ça est vrai, il y a plein de raisons, et pas que des raisons réglementaires européennes. Et la proposition à laquelle vous faites référence va dans le bon sens pour retrouver, à mon avis, 3 choses. Pour retrouver des volumes de production en Europe, modulo quand même la protection du marché européen d'importation à bas coût. Donc retrouver de la production, retrouver des volumes de vente VN à un niveau qui soit à peu près correct et qui permettra à la fois d'accélérer la décarbonation du parc
et de pérenniser les emplois de la filière au sens large, aussi bien en termes de production qu'en termes aval. Donc ça, traduisons cette proposition dans les faits et ce sera une excellente chose. Bon, alors nous verrons la réponse que donnera la Commission européenne à cette demande en tout cas. Un dernier point quand même, je voudrais qu'on évoque. En fait, on a parlé tout à l'heure de difficultés de recrutement et de la main-d'œuvre en fait dans les métiers des services de l'automobile. C'est un sujet majeur. En fait, on sait bien que tous les réseaux, les distributeurs comme les ateliers en fait recherchent aujourd'hui de la main-d'œuvre et a du mal à en trouver. Est-ce que justement afficher son bilan carbone, montrer qu'on est une entreprise soucieuse et avec une vraie direction et une vraie stratégie RSE, est-ce que ça joue justement sur le recrutement et sur l'employabilité, la désirabilité de ces métiers ? Je pense que ça a un vrai impact au niveau de la marque employeur et au-delà de ça, c'est aussi pour nous aussi surtout une façon de répondre aussi aux attentes de nos collaborateurs. Quand les gens viennent travailler dans l'entreprise c'est pas un monde hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, nos collaborateurs ils font des efforts chez eux et ils s'attendent aussi à ce que dans l'entreprise ce soit aussi le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements autour des parents sur justement l'environnement, ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, etc. Et donc que finalement que cette question soit prise aussi au cœur de l'entreprise parce que du coup l'entreprise a aussi sa part à faire et ça répond effectivement, nous on le voit, à une attente des collaborateurs où d'ailleurs ils sont source aussi de propositions, donc on voit bien qu'effectivement ils auront aussi envie de prendre part à ce qui se passe et puis effectivement c'est aussi une interrogation aussi dans le cadre de recrutement, de choses comme ça, où c'est un plus qui nous permet aussi de se différencier. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur un marché en tension dans certains métiers. Donc c'est aussi un argument de plus, en tout cas, pour convaincre de nous rejoindre. Alors, Bénédicte Barbry, c'est quoi le bilan justement de tout ce travail engagé dans la filière ? Alors le bilan, c'est déjà une photo, un état des lieux qui a été fait. Donc c'est une première étape qui était importante. Maintenant, ce qui est très important, c'est la suite et toute la dynamique qui va partir de ce bilan. Donc qui a commencé avec, comme je disais tout à l'heure, donc les premiers outils qui commencent à être lancés comme le Carbodiag. Et donc là maintenant, la suite, c'est vraiment d'accélérer sur le développement de propositions, d'outils d'accompagnement, notamment sur la partie Scope 3, puisqu'on a vu que c'est quand même un énorme enjeu. Et sur ce Scope 3, il y a un enjeu qu'on n'a pas évoqué qui est absolument fondamental, c'est la coopération à l'échelle de la filière. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des services à l'automobile et à la mobilité. On a vu l'importance de l'impact des véhicules, des produits, etc. Et donc on voit bien que sur ce sujet, il y a vraiment une nécessité de coopérer entre l'amont, l'aval. Aujourd'hui, on manque cruellement de données. Donc, il existe des données, mais elles ne sont pas forcément accessibles. En tout cas, voilà, pour nous. Donc, c'est un appel auprès de qui, ça, en fait ? Voilà. Et donc, c'est un appel. Alors, il se trouve que ce chantier décarbonation a été placé au sein du contrat stratégique de filière. Donc, c'est un axe important. Donc, avec cette dynamique de filière, c'est vraiment un appel à poursuivre en lien avec à la fois les constructeurs, avec tous les équipementiers. On a probablement des outils à mettre en place en commun. Il n'existe pas, par exemple, aujourd'hui de plateforme commune qui permettrait de centraliser les données, etc., et qui nous permettrait tous, finalement, d'avancer pas à pas, de nous améliorer dans une démarche d'achat responsable, peut-être aussi d'éco-conception. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi matière à améliorer l'impact des produits. Donc voilà. Donc il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais on a posé les premières briques. Et ce qui est important, c'est qu'il y a de la désirabilité de la part des entreprises sur ce sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est un sujet technique, mais c'est aussi et avant tout un sujet de performance durable pour nos entreprises. Donc nous lançons officiellement la demande de la création d'une plateforme commune en fait au sein du Club Trajectoire Durable pour justement obtenir le maximum de données et pouvoir réaliser un bilan carbone le plus juste possible. Ce sera donc le mot de la fin pour cette édition du Club. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous au début du mois d'octobre pour une nouvelle émission du Club Trajectoire Durable évidemment. Et je vous retrouve bien évidemment le 17 juin prochain au Parc des Princes pour la journée Invest Auto Day dédiée à tous les distributeurs automobiles. Merci à tous et à très vite.